Eh bien, ceci devait être la vidéo de fin d'année avant que les événements de la vraie vie ne prennent le dessus, mais bon, c'est la nouvelle année, alors faisons une vidéo pour la nouvelle année, et j'ai pensé qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu spécial. Un récit historique d'un engagement naval a déjà été fait auparavant, et sera refait sur cette chaîne, car il semble relativement populaire, mais cette fois, nous avons pensé aller encore plus loin. Nous avons récemment vu la chaîne croître de façon substantielle, nous sommes maintenant à un niveau de 5 chiffres d'abonnés, et nous avons récemment dépassé notre 100e guide, et j'ai littéralement des années de demandes de contenu en attente grâce à tous vos commentaires, et bien sûr grâce à la capacité de nos ancêtres à produire des navires de guerre comme si c'était la mode. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un long et bon regard sur l'opération Cerberus, également connue sous le nom de Channel Dash, dans un format un peu spécial. Dites-moi ce que vous en pensez, et ce format pourrait réapparaître à l'avenir pour d'autres grands récits de bataille, même si ce ne sera évidemment pas une fonctionnalité quotidienne, car cela a demandé beaucoup de travail. Bref, assez de suspense, le Channel Dash, ou comme nous l'avons dit, l'opération Cerberus, est né de deux missions indépendantes. La modérément réussie opération Berlin au printemps 1941, où les deux navires de la classe Scharnhorst ont réussi à percer dans l'Atlantique pour attaquer les convois. Ils avaient eu un certain succès, mais étaient également tombés sur quelques convois escortés par des cuirassés de la classe Revenge et Queen Elizabeth et avaient dû battre en retraite. Avec des problèmes mécaniques survenant, ils avaient terminé leur mission en entrant dans le port français occupé de Brest, qui disposait d'une infrastructure navale importante permettant la réparation des navires. À la fin de 1941, le premier et dernier voyage du Bismarck avait laissé son croiseur lourd d'accompagnement, le Prinz Eugen, quelque peu désœuvré. Ayant elle-même développé des problèmes de moteur, elle avait également réussi à se faufiler jusqu'à Brest pour les mêmes raisons, en partie grâce au fait que tout le monde était distrait par le Bismarck, puis avait dû rentrer pour faire le plein de carburant, ce qui les empêchait de poursuivre le Prinz Eugen. Le croiseur lourd Admiral Hipper s'était également retrouvé dans une situation similaire plus tôt, en 1941, avant l'arrivée du Scharnhorst, et malgré 5 semaines de bombardement de la Royal Air Force, il avait pu repartir, causer plus de dégâts, puis rentrer chez lui en empruntant un itinéraire inverse à celui pris plus tard par le Bismarck. Avec des dizaines de milliers de tonnes de navires coulés par des croiseurs auxiliaires, l'idée que Brest rassemble et entretienne des forces de raid prêtes à partir directement dans l'Atlantique n'était évidemment pas du tout plaisante pour les Britanniques, qui avaient formé le groupe 19, une division du Coastal Command, avec plusieurs escadrons de reconnaissance et quelques unités capables de mener des frappes, spécifiquement pour surveiller le port. De plus, à cette époque, Winston Churchill dirigeait spécifiquement l'effort de guerre britannique, contre toute ressource allemande pouvant être utilisée contre les convois, et ainsi le Scharnhorst allait être la cible de plus d'un millier de missions de bombardiers au cours de ses premiers mois au port. Entre le mauvais temps et les problèmes de précision du début de la guerre, il n'y eut aucun impact direct, mais lorsque le Gneisenau devait être mis en cale sèche pour des travaux sur les moteurs en avril, ils découvrirent une grosse bombe non explosée juste sous le navire, qu'il avait manqué de justesse et s'était retrouvée au fond de la cale sèche lors d'un raid nocturne. Très prudemment, ils ont rempli à nouveau la cale sèche, ont déplacé le navire pour pouvoir désamorcer l'engin, mais des missions de reconnaissance photographique constante ont repéré que le navire était désormais temporairement hors de la cale et exposé alors qu'il était à l'ancre. Dès le lendemain, des bombardiers torpilleurs Beaufort sont arrivés rapidement à travers la brume matinale et ont réussi à toucher le navire avec une torpille sur tribord. Bien que ce fût une affaire assez serrée, le Beaufort ayant réussi à exploser à la suite d'un tir direct de la défense contre avion lourde pratiquement au même moment où la torpille explosait. Le Gneisenau commença à agiter fortement, et dans des circonstances normales, cela aurait pu être un coup fatal, mais avec des bateaux de sauvetage à disposition, les dégâts furent maîtrisés avec succès. Le navire fut ramené dans sa cale sèche, maintenant avec davantage de dégâts à réparer. Les estimations prévoyaient environ 6 mois, juste pour que le temps s'éclaircisse un peu, ce qui permit aux prochaines attaques de la Royal Air Force d'obtenir 4 coups directs et 2 impacts proches. Heureusement, l'un des impacts était un obus non explosé, mais les autres allaient bloquer la tourelle avant surélevée, déformer le pont blindé, brûler environ un tiers des quartiers de l'équipage et endommager les systèmes de contrôle de l'artillerie. Le plus grave, c'est la destruction totale des cuisines et de la boulangerie. Un moment de recueillement, s'il vous plaît.
car cela laissait l'équipage obligé de survivre avec la cuisine locale française, sans même une saucisse ni une feuille de choucroute en vue. Après ce quasi-crime de guerre, la Royal Air Force a bombardé le Scharnhorst, manquant sa cible mais endommageant les équipements du quai, retardant davantage sa remise en état. Entre cela et un raid de secours qui a semé des mines dans le port, il n'était pas question que les navires soient prêts à soutenir le voyage du Bismarck. Quand le Prinz Eugen est arrivé, il fallait juste attendre son tour pour les réparations. L'été 1941 a vu la région de Brest devenir une sorte de zone d'expérimentation de tir à volonté, car la Royal Air Force testait toutes sortes de méthodes nouvelles et inventives pour faire exploser des choses. De nouveaux bombardiers lourds à 4 moteurs apparaissaient périodiquement en petits groupes pour tenter leur chance. Entre autres, et en réponse, les Allemands installèrent des centaines de canons de défense contre avions de différents calibres, ainsi que des générateurs de fumée artificiels, et déplacèrent également des escadrons de chasseurs à des fins de défense. Cependant, les bombardiers atteignirent inévitablement leur cible, et début juillet, un coup direct mit le prince Eugène hors d'état de nuire pendant encore 3 mois. Scharnhorst, quant à lui, a eu plus de chance et est redevenu opérationnel fin juillet, puis s'est rapidement rendu dans un port près de La Rochelle pour plus de sécurité. Les Allemands ne voulaient pas que des mois de travail acharné soient à nouveau réduits à néant en une seule soirée, et cela a également ruiné un plan compliqué de la Royal Air Force visant à submerger le port de bombes. Cependant, les nouveaux bombardiers lourds à 4 moteurs avaient également la portée nécessaire pour atteindre le nouveau port d'attache du Scharnhorst, et malgré des pertes importantes dues à la défense contre avions et aux chasseurs ennemis, la Royal Air Force bombardait les 2 ports en quelques jours. Le Scharnhorst serait touché 5 fois d'affilée sur le flanc tribord. 2 impacts provenaient de bombes explosives et 3 d'armes lourdes anti-chars. Heureusement pour le Scharnhorst, aucune d'elles n'a réellement explosé. 2 sont passées directement à travers le navire, et une a laissé une énigme intéressante aux équipes de déminage en se retrouvant profondément à l'intérieur de la coque. Mais entre les effets de souffle des bombes explosives et les trous laissés par les bombes perforantes, le navire a été contraint de retourner au chantier de réparation de Brest, avec 3000 tonnes d'eau indésirable à bord et les 2 tiers de sa batterie principale hors service, ainsi qu'environ la moitié de la batterie anti-aérienne. Cependant, le navire et ses escortes ont réussi à abattre un bombardier torpilleur sur le chemin du retour vers Brest, évitant ainsi encore plus de problèmes. Plusieurs milliers de sorties supplémentaires seraient effectuées, mais une combinaison de mauvais temps et de défense allemande en amélioration fit que seuls des dégâts légers furent infligés par la suite au navire, principalement malheureusement au Gneisenau, qui se retrouverait entre les mains des ouvriers du chantier naval à 4 reprises au total pendant son séjour après la fin des réparations initiales. Cependant, les pertes parmi le personnel dans les casernes à terre devenaient préoccupantes, au point que, pendant un certain temps, ils furent en fait déplacés hors de la ville la nuit, et certains des membres d'équipage les plus expérimentés furent envoyés par voie terrestre pour servir sur d'autres navires et remplacés par de nouvelles recrues qui s'entraînaient sur les navires au port pendant qu'ils étaient en réparation. De plus, les portes du bassin furent endommagées par une bombe, piégeant le Scharnhorst pendant les réparations. La zone portuaire environnante et la ville commençaient à ressembler de façon crédible à la Lune, et à mesure que 1941 laissait place à 1942, il était clair que plus les navires restaient, plus il y avait de chances qu'un nouveau coup au but retarde leur capacité à prendre la mer, et que la prochaine grosse bombe perforante pourrait ne pas être un obus défectueux. C'est à ce moment-là que le salut vint de la source la plus improbable. Prouvant qu'une horloge complètement folle et cassée peut quand même donner l'heure juste 2 fois par jour, le sauveur du navire ne serait autre qu'Adolf Hitler. Grâce à une combinaison de pensée 11e dimensionnelle et de chance, il posa les bases de l'un des plans les plus audacieux de l'histoire, bien que, dans le style typique d'Adolf Hitler, ce soit pour presque toutes les mauvaises raisons. Le haut commandement naval allemand préférait envoyer les navires dans l'Atlantique, puis les faire remonter par le détroit du Danemark jusqu'en Allemagne via la Norvège, un itinéraire déjà emprunté avec succès par plusieurs navires. Cependant, ce plan comportait maintenant des risques majeurs. Les Britanniques surveillèrent la zone comme des faucons et seraient facilement capables de déployer des unités lourdes de la Home Fleet pour couper la route aux Allemands lors d'une seconde bataille du détroit du Danemark, bien avant que les Allemands n'y arrivent.
Alors, Hitler a suggéré qu'il devrait passer par la Manche. Le grand amiral Raeder a dit que c'était impossible pour de nombreuses raisons valables. Les Britanniques les repéreraient toujours en partant, les services de renseignement britanniques découvriraient sûrement les préparatifs et intensifieraient les bombardements avant le départ des navires, et tout serait prêt pour les attendre. La Manche était couverte de centaines d'avions, de dizaines de destroyers, de sous-marins, de vedettes lance-torpilles, d'avions équipés de radars côtiers, de batteries côtières, de champs de mines et d'autres joyeusetés du genre. Envoyer les navires serait suicidaire face à la défense britannique prête à intervenir. De plus, le bombardement de Brest détournait des centaines de bombardiers de la Royal Air Force du cœur industriel de l'Allemagne. Et enfin, ils pouvaient encore causer d'importants dégâts au commerce s'ils étaient basés sur la côte atlantique française. Hitler répondit que, de toute évidence, la solution était de ne rien dire à personne, même pas aux équipages des navires, sur ce qui allait se passer, puis d'attendre une période de mauvais temps où les avions de reconnaissance de la Royal Air Force ne pourraient pas voir le port s'envoler assez bas pour être abattus, et ensuite de faire sortir les navires sans avertissement ni entraînement et de simplement tenter leur chance. Il ajouta que la Royal Air Force reviendrait bombarder l'Allemagne une fois que les navires seraient inévitablement gravement endommagés et que, de toute façon, les navires étaient nécessaires avec le Tirpitz, le Ypper, le Lützow et le Scheer pour former une flotte puissante afin de défendre la Norvège contre l'inévitable invasion alliée. Oui, Hitler était absolument convaincu que le plan des Alliés était de lancer une contre-invasion de la Norvège, puis de faire traverser leurs armées à travers ce pays jusqu'en Suède afin de couper l'approvisionnement de l'Allemagne en matières premières. Le seul problème, c'est que personne au sein du haut commandement allié n'avait sérieusement envisagé de le faire, peut-être en partie parce que cela les amènerait à partager une frontière terrestre avec la Finlande, et ils avaient tous vu comment cela s'était passé pour l'Union des républiques socialistes soviétiques il y a quelques années. En plus, le fait d'essayer de ravitailler des centaines de milliers d'hommes et de chars dans certains des terrains les plus inhospitaliers du monde, en plein dans la trajectoire de tous les sous-marins allemands disponibles, a un peu pesé dans leurs réflexions. Mais, convaincu qu'un Ragnarök nazi allié était en préparation, Adolf Hitler ordonna l'élaboration d'un plan, et le vice-amiral Otto Silax décida d'amuser le Führer avec un plan où les navires partiraient de nuit et traverseraient la partie la plus étroite et la mieux défendue de la Manche, le détroit de Douvres, en plein jour. Il a également souligné que la Luftwaffe devrait fournir au moins 250 chasseurs pour tenir tête à la Royal Air Force. La Luftwaffe refusa aussitôt, invoquant le fait qu'elle ne disposait pas de 250 chasseurs opérationnels dans le nord de la France à n'importe quel moment, et encore moins la capacité de garantir des opérations de combat avec tous ces appareils réunis au même endroit, au détriment de pratiquement tout le reste. Hitler, bien sûr, déclara qu'il adorait ce plan et qu'ils allaient le faire de toute façon et qu'il blâmerait la Luftwaffe s'ils n'arrivaient pas à réunir les avions nécessaires. Oh, et aussi Amiral Silex, puisque c'est vous qui avez élaboré un plan détaillé montrant à quel point mon idée est brillante et comment elle va fonctionner, c'est vous qui allez tout diriger. Je suis sûr qu'il était ravi. Cependant, Silax n'était pas un officier à se laisser décourager par une petite chose comme des tâches apparemment impossibles, et il s'est mis à tirer le meilleur parti de la situation. Il a travaillé en étroite collaboration avec l'amiral Saar Wachter, commandant en chef des opérations navales occidentales, pour s'assurer que toutes les chances possibles de réussite étaient saisies. Des destroyers et des torpilleurs furent dépêchés vers Brest pour servir d'escorte. Les U-boots furent retirés des opérations offensives pour servir de station météo mobile. La meilleure route fut tracée pour naviguer à grande vitesse et des dragueurs de mines dégagèrent des passages à travers les champs de mines britanniques, connus le long de l'itinéraire préféré. Même le cycle lunaire était considéré pour identifier la plus longue période d'obscurité possible. Et la navigation fut planifiée autour d'une marée de vives eaux remontant la Manche, ce qui donnerait aux navires un peu plus de vitesse et pourrait même les soulever au-dessus de mines que les dragueurs auraient pu manquer. Des vedettes lance-torpilles, des destroyers, des S-boots, des air-boots et divers petits navires restants de l'opération Sea Lion avortée étaient stationnés le long de la côte française. Chaque unité de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe qui n'était pas mobilisée répétait son rôle, et les navires eux-mêmes effectuaient des essais dans les accès du port. Tout le monde en ville pouvait voir que les navires allaient y partir, alors des casques tropicaux furent embarqués, et les habitants reçurent l'ordre de charger à bord de mystérieux colis étiquetés à utiliser sous les tropiques.
Vu que la Manche et les eaux près de l'Islande n'étaient pas particulièrement chaudes, il était évident qu'il n'allait pas s'en approcher. La Luftwaffe, à ce stade, refusait encore de coopérer pleinement. Cependant, quelqu'un décida de confier le commandement de l'opération aérienne à Adolf Galland, qui choisit de travailler avec la Luftflotte Drey, mobilisant leurs unités d'entraînement pour compléter les effectifs, car un grand nombre de chasseurs de cette formation avaient été détournés vers la campagne en Russie, ce qui expliquait pourquoi le nombre de chasseurs était bien plus faible que l'année précédente. Il a également travaillé sur de nouvelles techniques de brouillage qui ont été testées pour réduire la portée des radars côtiers britanniques, et des Dornier 217 spécialement équipés allaient renforcer les efforts de contre-mesures électroniques. Il a même réussi à convaincre le Fliegerkorps 9 d'attaquer les bases de la Royal Air Force afin de réduire le nombre d'avions disponibles à proximité. Un système rotatif de patrouille de chasseurs a été mis en place pour garantir qu'entre 16 et 32 chasseurs seraient au-dessus des navires à tout moment. En résumé, c'était un travail impressionnant et détaillé pour une opération que la plupart des officiers impliqués pensaient vouée à un échec spectaculaire, voire fatal pour beaucoup d'entre eux. Les Britanniques, quant à eux, étaient restés actifs. Naviguer de façon folle et suicidaire dans la Manche peut sembler insensé, mais les Britanniques n'étaient pas étrangers à ce genre de folie et étaient donc préparés à une telle tentative. Plutôt que de risquer tout sur un seul coup de dé, ils ont planifié une attaque massive et continue pour épuiser les Allemands et, en gros, créer tellement d'occasions de faire des dégâts que, statistiquement, quelque chose finirait par passer. À cette fin, des sous-marins furent stationnés au large de Brest, suivis de pas moins de 5 lignes de surveillance composées de patrouilles d'avions de reconnaissance équipés de radars, ainsi que des réseaux de radars côtiers. L'idée était qu'une fois la cible détectée, des dizaines de vedettes, lance-torpilles et de canonnières motorisées lanceraient une attaque massive à la torpille, suivie par des vagues de bombardiers torpilleurs légers et moyens, puis par les puissantes batteries côtières et enfin par des frappes massives du Bomber Command sur tout ce qui resterait. En supposant que tout navire battant pavillon allemand soit encore intact, de nouvelles vagues de destroyers, de bombardiers et d'avions poseurs de mines harcèleraient les Allemands jusque dans la mer du Nord. Une centaine de bombardiers et plus de 2 douzaines d'escadrons de chasseurs étaient en alerte aux côtés des bombardiers et torpilleurs de la Royal Navy et du Coastal Command, et des efforts constants étaient déployés pour renforcer les champs de mines et en poser de nouveaux, ce qui était entrepris par plusieurs avions ainsi que par des croiseurs spécialisés dans la pose de mines. Il semblait donc que les Britanniques avaient tout fait pour contrer toute opération allemande, préparatif ou non. Lorsque février 1942 arriva, malgré tous leurs efforts, les plans allemands commencèrent à devenir apparents, en partie grâce au décryptage des codes Enigma par Bletchley Park, qui remarqua que SILACS était monté à bord du Scharnhorst et que des dragueurs de mines balayaient la Manche. Cela, combiné aux photos de reconnaissance, montrait que les navires étaient à flot, non pas à quai, et qu'ils étaient accompagnés d'un nombre accru de bâtiments d'escorte. Il était clair que quelque chose allait se passer. Au cas où les Allemands se dirigeraient vers l'Italie, pour quelque raison que ce soit, le cuirassé Rodney ainsi que l'ensemble de la force H reçurent l'ordre de quitter Gibraltar pour l'Atlantique. Le 10 février, les avions torpilleurs furent rapprochés de la côte et le Bomber Command passa à un délai d'alerte de 2 heures au lieu de 4 auparavant. Le sous-marin Her Majesty's Ship Sea Lion se rapprocha pour surveiller Brest de près, et une communication interceptée faisant référence à des cartes capturées révéla l'itinéraire. Tout était donc prêt pour faire de cette opération le pire désastre naval de l'histoire de la Kriegsmarine. Ainsi, le 11 février, au coucher du soleil, l'opération Cerberus commença. Le Her Majesty's Ship Sea Lion attend au large de Brest. Les forces allemandes doivent prendre la mer au coucher du soleil pour profiter au maximum de l'obscurité. Puis la Royal Air Force arrive. Les gars, il y a encore plus de bateaux ennemis que la semaine dernière. Envoyons-leur quelques cadeaux explosifs, d'accord? Ça devrait les retenir un moment. Avec autant là-bas, impossible de tous les manquer. On ne peut pas se replier maintenant.
Ils nous verront partir. Poursuivez les tirs des batteries de défense contre avions. On dirait qu'ils nous ont tous ratés. Ok, rentrez les filets anti-torpilles et en route. On est en retard. Le Her Majesty's Ship Sea Lion, ne voyant rien d'autre que quelques jolies explosions, retourne en mer pour recharger ses batteries. Pendant ce temps, un agent britannique à Brest signale frénétiquement le départ imminent des Allemands, mais les Allemands brouillent toutes les fréquences radio et son message n'arrive pas à passer. La flotte se rassemble au large sans savoir qu'elle est proche de la trajectoire du Patrol Stopper, un bombardier Hudson équipé de radars qui est le premier des 5 dispositifs de détection aérien. Je me demande où ils pensent aller. Le premier avion est déjà au sud-ouest de la flotte, alors qu'il se dirige vers le nord et s'éloigne encore plus en mer. Malgré une portée radar de 13 000 nautiques, l'avion suivant passe à moins de 9 000 nautiques sans rien remarquer. L'écran est complètement dégagé. Jerry reste probablement sur place pour la nuit. Ce temps est vraiment effrayant. Il ne doit pas trouver la sortie du port. La flotte s'approche d'une ligne au sud-est, le prochain piège. Seulement. Il n'y a aucun avion là-bas. Mince, ce fichu radar est encore en panne. Rentrons. Rien à signaler à l'ouest de toute manière. La flotte est toujours à l'ouest de la ligne de patrouille Arbo, qui fonctionne toujours normalement. À leur rythme, ils seront bientôt détectés. Message du contrôle, les gars. Hogg devrait bientôt rentrer à la maison. On nous a demandé d'atterrir avant que ça ne devienne vraiment mauvais. On ne peut pas poser ces vieilles caisses à l'aveugle. C'est vraiment calme ici. Où est-ce que tout le monde est passé? Tirant des fusées de reconnaissance et inclinant leurs ailes en signe de salut, les premiers chasseurs galons rugissent au-dessus de la flotte allemande avant de filer vers le ciel pour commencer leur veille diurne. Maman a sûrement joué avec des amis. Nous vous protégerons des Wapkits britanniques. Le radar de la Royal Air Force remarque 4 avions allemands tournant au-dessus du Havre, les prenant d'abord pour des appareils de sauvetage en mer. Pendant ce temps, la patrouille de l'Aube des chasseurs, le 4e dispositif d'alerte, vole d'Ostende à l'embouchure de la Somme, mais ne trouve toujours rien. Les navires allemands sont encore trop à l'ouest. Les opérateurs de la Royal Air Force détectent une anomalie. Ces avions de sauvetage. Ils traînent dans le coin depuis 1h30 et se déplacent progressivement vers le nord-est, à environ 25 nœuds. Soit c'est un sacré nageur tenace qui ne veut pas être secouru, soit il y a quelque chose qui cloche ici. Il vaudrait mieux envoyer 2 Spitfire pour vérifier ça. Le commandement des chasseurs de la Royal Air Force reçoit l'information que le brouillage radar a commencé il y a 1 heure et que les stations radar côtières détectaient une formation de navires de surface. Pendant ce temps, dans les airs, il y a sûrement des navires allemands là-bas, mais voulons-nous leur révéler qu'on peut les repérer? Mieux vaut pas. Je le dirai au patron quand je serai de retour à la base. En avant! Ah, enfin, quelques avions britanniques. Par ici, espèce d'aveugle, dans un Messerschmitt. Il s'enfuit. Göring ne confierait plus les clés d'un avion à n'importe quel idiot. Pas étonnant qu'il ne l'ait pas envoyé sur le front de l'Est. Il fait beau et ensoleillé ici en haut. On tourne en rond, encore et encore. Deux autres pilotes de la Royal Air Force avaient décidé au hasard d'attaquer des bases allemandes en France aujourd'hui, et ils sont tombés par hasard sur la flotte ennemie alors qu'ils se rendaient sur la côte française. Ça fait vraiment beaucoup d'Allemands. Dommage qu'on ne puisse pas couler un cuirassé. Attends une minute, il y a quelques chasseurs là-bas. Allons les attaquer. Prenez ça, bande de fous. Bonjour, ravi de vous voir aussi. Permettez-moi de vous présenter le reste de l'escadron. Eh bien, il y en a un peu plus que ce que je pensais. Je ferais mieux d'y aller. Espérons qu'ils ne me suivent pas à travers leur propre défense contre avion. Ouais.
Et reste loin aussi. En fin de l'action, toutes les armes, feu. Allez, touchez quelque chose. Et vous deux, ingrats, c'est ce Schnellboot seul. Revenez ici et battez-vous contre moi. D'accord, fuyez. Comme si ça m'importait. Les Spitfires de reconnaissance atterrissent et signalent une flottille allemande, et les stations radars ont maintenant identifié au moins 2 grands navires dans cette flottille. 20 minutes après, la seconde paire de pilotes atterrit et confirme en détail l'observation. Les alarmes et les alertes se propagent sur la côte anglaise. Incroyablement, alors que les plans de défense commencent enfin à se mettre en place, les messages qui sont diffusés annoncent à tous que non seulement la flotte allemande a été repérée avec une couverture aérienne, mais qu'elle est déjà en train d'entrer dans le détroit de Douvres à l'extrémité est de la Manche. 250 bombardiers reçoivent l'ordre de se préparer à décoller, mais les 100 premiers sont déjà chargés de bombes semi-perforantes, qui doivent tomber de 2100 mètres pour atteindre une vitesse suffisante afin de fonctionner correctement, alors que la couverture nuageuse descend jusqu'à 210 mètres. Les bombes sont remplacées par des bombes explosives. Les dégâts ne seraient que des effets de souffle superficiel, mais l'espoir est que cela tuera ou neutralisera suffisamment de canonniers antiaériens et distraira les chasseurs ennemis assez longtemps pour permettre aux bombardiers torpilleurs et aux vedettes lance-torpilles d'effectuer leurs attaques. Les équipages de toute la côte sud sont réveillés et les mécaniciens commencent à vérifier leurs avions. La flotte allemande entre dans la partie la plus étroite du détroit de Douvres. Les batteries côtières de 6 pouces, de 9 pouces 2 et les batteries suralimentées de 14 pouces commencent à tirer, mais la brume limite la visibilité à environ 5 miles, bien en deçà de la ligne d'avancée allemande. Ils tirent quand même, espérant que leur nouveau radar qui montre clairement les positions allemandes leur permettra aussi de repérer les gerbes d'obus et de corriger leurs tirs. Malheureusement, ce radar du début de la guerre n'est pas capable d'une résolution aussi élevée et les canons tirent sans correction. Ha ha! Admirez ces belles gerbes d'eau. Nous sommes ici, ne toussez pas. J'ai contacté Calais pour qu'il récupère tous les poissons que vous massacrez. Vers la fin du barrage, les canons côtiers allemands sur la côte française commencent également un bombardement sporadique des canons britanniques, offrant ainsi d'autres distractions. 6 bombardiers torpilleurs Swordfish de la Fleet Air Arm partent pour l'attaque, menés par l'un des officiers qui avait participé à la vague d'assaut ayant paralysé le Bismarck l'année précédente. Ça fait 10 minutes qu'on attend et seule une escadrille d'escorte est arrivée. Je vois les Boches d'ici. Faisons de notre mieux. Ah, je te vois cette fois. Tous les pilotes, éliminez d'abord les escorteurs pour la patrie. Ouais, Vraiment intelligent, parce qu'un Spitfire peut évidemment me couler. Oublie les biplans. Tu as vu ce qu'ils ont fait au Bismarck? Batterie de pavillon. Tu vois, la morue salée? Moi, je ne veux pas. L'Angleterre. Il semble que j'ai attrapé une sorte de rougeole du drapeau allemand. On ne rentrera visiblement pas à l'heure pour le thé et les biscuits, cette fois-ci. Tous les Swordfish ont été détruits, bien que les Allemands ayant été stupéfaits par la férocité des coups qu'ils ont reçus avant de sombrer. L'appareil d'Esmond refusait apparemment de tomber, malgré les flammes et les graves dégâts, jusqu'à ce qu'un gros obus, peut-être un tir principal du Scharnhorst, arrache presque toute la partie inférieure de l'avion. Des torpilles ont été lancées dans l'eau, mais facilement évitées. 5 vedettes lance-torpilles effectuent une attaque, mais se retrouvent bloquées par une douzaine de S-Boot. Ils tirent leurs torpilles à distance maximale puis battent en retraite 2 canonnières à moteur retenant un destroyer de classe Narvik pour empêcher l'attaque de la dernière vedette lance-torpille. 2 autres arrivent de Brown de Ramsgate un peu plus tard, mais ils sont trop tard et ne peuvent pas se préparer pour une attaque. Les chasseurs Whirlwind, complètement inconscients de ce qui se passe, tombent sur l'escorte de chasseurs allemands et s'engagent avec eux. Pendant ce temps, 4 Beaufort et leurs chasseurs d'escorte, qui étaient réellement partis chercher les Allemands, se perdent, ne trouvent rien et décident de rentrer chez eux. Plusieurs formations de Beaufort et de Hudson se rassemblent avec des chasseurs d'escorte.
Les Hudson servent de diversion pour permettre aux bombardiers et torpilleurs d'attaquer. Mais les deux groupes pensent que l'autre groupe doit mener et ils passent l'heure et demie suivante à se poursuivre en cercle autour de l'aérodrome avant que la plupart d'entre eux n'atterrissent, leur carburant commençant à manquer. Quelques-uns en ont assez et partent de leur propre initiative. La flotte allemande traverse un chenal déminé dans un champ de mines, mais les dragueurs de mines en ont raté au moins une. Il fait si froid et solitaire ici en bas. Oh, une chose. Bonjour toi. Parmi tout ce qui pouvait nous affecter, c'est quelque chose dans lequel on s'est vraiment investi. Heureusement, après un court arrêt, ils ont pu repartir à 25 nœuds après avoir réinitialisé le système électrique du Scharnhorst et pompé une partie de l'eau qui l'avait fait s'enfoncer d'1 mètre par l'avant. L'amiral Silex se transfère sur le Z-29 pour suivre le reste de l'opération. Bien que ce soit le moment idéal pour attaquer une cible facile, les pilotes britanniques ignorent la situation et poursuivent plutôt la formation principale quelques miles plus loin. Les Beaufort égarés reçoivent l'information sur l'endroit où ils devaient réellement chercher et 2 d'entre eux repartent. Les Beauforts excédés et quelques Hudson arrivent sporadiquement accompagnés de vagues de bombardiers lourds. 73, Manchester, Halifax et Stirling arrivent dans la première vague, suivis de 134 appareils dans la seconde vague. Mais la pluie et les nuages bas ont suffisamment obscurci les cibles pour que seulement quelques dizaines d'appareils parviennent réellement à larguer leurs bombes, ce qui n'a donné aucun impact et a entraîné la perte de 15 bombardiers abattus par la défense contre avion ou s'écrasant en mer dans le brouillard, et 20 autres endommagés. Pendant cette période, le Scharnhorst tire tellement de coups avec ses canons anti-aériens que les canons deviennent rouges vifs à force de chauffer et l'un des canons de 20 mm explose sous la pression. 6 destroyers du commandement NOR naviguent vers le sud depuis 3h30. Ils établissent un contact radar après qu'un avion est abandonné suite à une panne moteur. Environ 10 minutes plus tard, ils sortent de la brume et sont immédiatement engagés par les Allemands. Au milieu de tout cela, les Beauforts perdus auparavant apparaissent, traversent un écran de défense contre avions confus et larguent 2 torpilles qui ratent leur cible. Les destroyers poursuivent leur attaque jusqu'à moins de 3000 yards, le Her Majesty's Ship Worcester essuyant des tirs des navires capitaux allemands, mais leurs attaques manquent également leur cible, bien que le Prinz Eugen doive effectuer une manœuvre d'évitement violente pour éviter une torpille entrante. Les derniers Beaufort et 35 autres bombardiers de la Royal Air Force arrivent au compte-gouttes, mais l'accumulation de nuages et l'obscurité font que les seuls tirs au but sont réalisés par la défense contre avions allemande. Ayant survécu aux attaques apparemment aléatoires de la journée et maintenant sous le couvert de la nuit, les Allemands semblent avoir un passage dégagé vers la sécurité. Cependant, lorsque l'itinéraire est devenu clair grâce aux interceptions d'Enigma, le Bomber Command avait posé davantage de mines dans le chenal déblayé. Et maintenant, voici venir Gneisenau. Gloup. Flouti, flout. Hé, un nouvel ami. Bouchez le trou, installez des pompes. On doit régler ça et retourner sur la terre ferme rapidement. Une demi-heure plus tard, le navire avait repris sa route. Cependant, voilà que le Scharnhorst arrive. Je suis une mine, je suis... Une mine. Quel moment heureux pour être une mine. Bonjour toi, grande et solide coque. Viens ici et laisse-moi te serrer dans mes bras. Je suis sûre qu'il y a de la chimie entre nous. Oui, dis-moi, à quoi servent nos poulaillers, en fait? Qu'est-ce qu'ils font toute la journée là-bas? Ils se bourrent la gueule avec du Rottinger, ces foutus suceurs de bâtonnets de Weisswurst à l'eau, nom de Dieu. Après environ 1 heure sans moteur, sans gouvernail ni contrôle du feu, Scharnhorst s'éloigne à 12 nœuds. L'armement principal et la plupart des canons de 150 mm sont bloqués.
Gneisenau et Prinz Eugen arrivent à l'Elbe et s'apprêtent à accoster, ayant été détournés de Kiel à cause de l'épaisse glace dans le canal. Gneisenau heurte aussitôt une épave submergée. Tu sais quoi? J'abandonne et je prends ma retraite. Le navire est ensuite amené dans une cale sèche flottante. Le Scharnhorst arrive à Wilhelmshaven, attend que la glace soit dégagée, puis entre dans la cale sèche où il reste pendant 2 jours avant d'être envoyé à Kiel. Pour d'autres réparations dans une autre cale sèche flottante. Il n'est pas surprenant que toute cette situation ait provoqué un énorme tollé au Royaume-Uni. La Royal Navy, encore sous le choc de la perte du Prince of Wales et du Repulse, avait refusé d'intégrer des unités lourdes de la flotte dans le plan de riposte, malgré le fait que les bombardiers torpilleurs allemands étaient complètement dépassés par rapport aux Japonais, et l'échec des bombardiers empiqués de la Royal Air Force a illustré précisément pourquoi de tels avions étaient pratiquement inutiles pour attaquer des cibles mobiles, et la Royal Air Force allait être fortement critiquée pour cette décision. Malgré des préparatifs ambitieux, une combinaison de défaillances techniques, d'une mauvaise coopération et coordination, ainsi qu'une erreur tactique consistant à penser que de nombreuses petites attaques pourraient avoir autant d'effet que quelques grandes, avaient permis le premier passage réussi de la Manche par une flotte ennemie en plus de 3 siècles, et ce, malgré tous les efforts courageux des hommes de la Royal Navy et de la Royal Air Force ce jour-là. Ils auraient pu rester chez eux et accomplir presque la même chose, car les poses de mines effectuées quelques jours plus tôt avaient causé les véritables dégâts. Du côté allemand, l'opération Cerberus fut saluée comme une victoire tactique et l'amiral Szilax reçut la croix de chevalier, une promotion, et fut envoyé défendre la Norvège. Techniquement, il a très bien rempli son rôle, puisqu'aucune invasion alliée de la Norvège n'a jamais pénétré dans un fjord. En privé, cependant, la Kriegsmarine considérait toute l'affaire comme une sorte de défaite stratégique qui leur avait été imposée par Hitler, échangeant une menace bien réelle contre la navigation britannique contre une défense théorique de la Norvège et confinant toutes les grandes unités de la Kriegsmarine aux mers du Nord et Baltique, à moins qu'une nouvelle traversée devant la flotte nationale ne soit autorisée. Les pertes britanniques totales se sont élevées à 2 Blenheim, 4 Whirlwind, 4 Wellington, 6 Hurricane, 10 Hampton, 10 Spitfire et 6 Swordfish, plus le destroyer Worcester hors service pendant 3 mois. Entre 230 et 250 hommes avaient été tués ou blessés. Du côté allemand, les vedettes lance-torpilles Jaguar et T-13 ont été endommagées par l'explosion de bombes tombées à proximité et environ 20 avions de la Luftwaffe ont été abattus, avec une vingtaine de marins et de membres d'équipage tués et quelques blessés, ainsi que des dégâts sur les 2 navires de la classe Scharnhorst. Le Prinz Eugen serait torpillé par un sous-marin au large de la Norvège quelques semaines plus tard et passerait le reste de la guerre dans la Baltique. Le Gneisenau était toujours dans son bassin de radoub flottant lorsque la Royal Air Force est arrivée quelques semaines après son arrivée pour montrer qu'il n'était pas plus en sécurité qu'à Brest. Il devait être remis à flot dans les jours suivants et avait été réapprovisionné en fournitures opérationnelles et en munitions. Ainsi, lorsqu'une seule bombe a traversé le pont blindé à l'avant, des éclats ont enflammé les charges dans sa tourelle avant et une énorme explosion a projeté la tourelle hors de ses rails et incendié la partie avant du navire, forçant l'inondation des soutes à munitions. Les dégâts étaient si importants qu'il fut décidé de remplacer entièrement la proue ainsi que la batterie principale en installant les 2 canons jumelés de 380 mm qu'ils avaient toujours désirés. Mais au moment où les réparations étaient suffisamment avancées pour commencer la conversion, Hitler avait ordonné la mise à la ferraille de la flotte de surface après son échec lors de la bataille de la mer de Barents en décembre 1942. Bien que la plupart de la flotte allemande ait échappé à ce sort, Gneisenau n'y a pas échappé, et ses canons survivants restants ont été retirés pour être utilisés dans des batteries côtières. Elle sera finalement coulée comme navire-bloc et mise à la ferraille après la guerre. Scharnhorst, quant à elle, serait réparée à Kiel, les travaux se terminant en juillet 1942, et après des exercices d'entraînement, un nouveau gouvernail
et une collision avec l'U-523, elle finirait par rejoindre la Norvège en mars 1943, étant la seule des 3 unités lourdes de l'opération Cerberus à finalement s'y établir. Pour connaître son destin final, rendez-vous la semaine prochaine. C'est tout pour cette vidéo. Merci de votre visionnage. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, n'hésitez pas à nous en faire part ci-dessous. Pensez à commenter la publication épinglée pour les questions de cale sèche.